Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, on va parler de mon livre pour VD Buzz. Pour résumer, du coup, ce livre, c'est que, on va dire que c'est une espèce de résumé un peu de ma vie, de ma vie privée, à certains moments, certaines dates un peu qui ont été marquantes pour moi. Quand on apparaît sur des programmes de télé-réalité, quand on apparaît dans des interviews, le téléspectateur ou les personnes qui vous côtoient ne vous connaissent pas forcément. Moi, je ne suis pas de nature à me livrer ou à être un grand exubérant. J'agis dans ma vie avec beaucoup de pudeur. Du coup, ce livre-là, ça a permis un peu, je pense, et ça va permettre à certaines personnes d'avoir des réponses à certaines questions pour ceux qui s'en posent. Mais je pousse personne à la consommation, à acheter ce livre. Ceux qui m'apprécient, qu'ils l'achètent. Ceux qui m'apprécient pas, qu'ils l'achètent aussi. Et puis c'est top. Pour l'écrire, ça a été très rapide. Je l'ai coécrit. Il m'arrivait tellement d'anecdotes dans ma vie, de bêtises, de choses assez houleuses par moment, que le plus dur, ça a été de choisir certaines anecdotes et de faire un format assez court, compréhensible de tous. Je ne suis pas un BHL, je ne suis pas un Michel Houellebecq, je ne suis pas un grand littéraire, je ne suis pas né avec une plume sous l'oreiller. Du coup, je ne vais pas raconter d'histoire aux gens. J'ai essayé de faire quelque chose de condensé avec beaucoup de sincérité, avec mes mots à moi, et j'ai veillé à garder mes erreurs littéraires et mon authenticité, peut-être mes fautes d'accord, de ponctuation. J'ai vraiment veillé à ça. Mais après, la coécriture n'a pas été très longue, c'était quelques séances de coécriture avec une femme Lou, une écrivain qu'on salue d'ailleurs, qui était comme une espèce de moine copiste, voilà, où je dictais, voilà, et au fur et à mesure, voilà, on parlait de certaines histoires marquantes, et après on a fait le choix de mettre dans ce premier livre, j'ai dit premier parce que maintenant j'ai changé sur la biographie Instagram, j'ai mis que j'étais écrivain. Et oui, je fais un livre, donc je suis écrivain. Voilà. Ça a été une introspection un petit peu, ça a été aussi de dire voilà, il y a certaines choses qui sont passées dans ma vie. J'ai toujours été un peu dans des espèces de montagnes russes. J'ai eu plusieurs vies dans cette vie-là. C'est pas pour me décrire comme quelqu'un d'exceptionnel ou pas, simplement c'est vrai que je me suis vite rendu compte que j'avais pas la vie de monsieur et madame tout le monde, dû sûrement à mon tempérament, marginal par moment et pas en phase avec certaines choses de la société. J'acceptais pas trop les règles, l'autorité, tout ça, donc j'ai compris vite que ce soit dans le foot, dans la mode, la télé, tout ça, toute ma vie il y aurait une longue série de problèmes, mais il a fallu un peu faire face à tout ça, et ce livre, je me suis dit, il faut que ça soit une introspection, il faut que ça soit aussi le moment de se dire, allez, 30 ans maintenant, il faut réagir positivement, et quand tu as 30 ans, tu te connais, donc c'était pour moi le marquer une espèce de fin d'une certaine ère et le début, le renouveau d'autre chose. Voilà. Donc c'était important pour moi de faire ce résumé-là en club 30. Voilà. Et c'est déjà bien d'être arrivé à 30. C'est déjà bien d'être arrivé à 30 parce qu'on a poussé et c'est top. Mais bon, il y a des Johnny Hallyday qui sont arrivés jusqu'à 78, donc c'est rassurant. Le plus dur, ça a été plus par rapport à mes parents. Ça a été par rapport à mes parents et mon grand-père, parce que c'est des choses que j'avais pas trop envie de dire par rapport à ma famille. J'ai toujours eu beaucoup de pudeur, j'ai été élevé dans la pudeur, on est des gens discrets, où on se montre pas trop, ou que ce soit le côté italien de ma mère, vraiment beaucoup de discrétion, ou espagnol. Moi je suis de ces deux cultures, ils sont arrivés un peu sur la pointe des pieds en France, on n'a pas l'habitude de faire du bruit, et moi déjà par la télé-réalité j'en ai fait pas mal, et en plus de me confier sur ces choses un peu privées, c'était ça le plus compliqué pour moi. Et c'est vrai que je sais que par exemple quand je parle du divorce, quand je me livre un peu sur mon rapport à la femme par rapport à ma mère, c'est quelque chose qui lui fait du mal, et je sais qu'elle peut avoir de la culpabilité, alors que non, c'est juste des étapes de la vie, et moi je n'en veux pas du tout, mais je la connais, et c'est ça en fait qui est un peu compliqué, c'est-à-dire que tu te livres un peu aux gens, et parfois il peut y avoir des dommages collatéraux, et j'étais encore en train de la rassurer hier au téléphone en lui disant t'inquiète, c'est pas grave, c'est comme ça, et on se construit comme ça en fait. Donc des fois, c'est plus ces petits détails-là un peu intimes qui sont compliqués à raconter. Voilà. Et en même temps, ça fait tellement du bien. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose où c'est une espèce de libération où tu te dis ouais, j'ai fait certaines choses, j'ai vécu certaines choses. C'est pas grave, c'est pas l'apitoiement, je cherche pas ça. Juste, je l'ai dit, c'est bon. On ne soit pas dans certaines incompréhensions ou toujours. Moi, j'ai l'habitude d'être le méchant du film. C'est pas grave.
J'accepte, c'est un statut que j'accepte, c'est un statut au final limite qui me fait kiffer en fait. J'ai toujours préféré Darth Vader dans Star Wars, des trucs comme ça. Mais j'ai toujours pensé que le méchant du film, au final, il avait quelque chose de bon en lui. Et c'est pas pour m'envoyer des fleurs ou des compliments, mais je pense que j'ai toujours été un faux méchant. Voilà. Et dès que j'ai pu tendre la main à des gens, je l'ai fait, et sans attendre forcément quelque chose en retour. Voilà. Mais c'est vrai que par moments, j'étais assez virulent dans ma vie, et, très caractériel, des fois colérique, que ce soit dans tout, dans le sport, dans ma vie, j'ai toujours voulu faire ce que je veux, et je le stipule bien dans le livre. Et j'ai jamais pépon qui que ce soit pour atteindre des objectifs. Je me suis jamais mis avec des meufs à 3 millions sur Insta pour avoir une vie confortable. J'ai toujours essayé de tirer l'autre. Voilà, j'ai pas eu cette perspective ou cette logique de ce milieu-là. Je suis, en fait, non, j'ai jamais pensé moi me suicider personnellement. Déjà parce que je suis toujours moi je suis pour la vie, on a de la chance d'être en bonne santé, enfin, je touche du bois. C'est pour consumer la vie, voyager, kiffer. Après, il y a la santé physique et mentale, hein, mais il faut essayer de kiffer. Il y a des gens qui combattent des cancers, des trucs comme ça. Donc pour moi, quand tu fais cet acte-là, c'est que tu n'es pas en forme psychologiquement. Mais moi, j'y ai jamais pensé. Juste moi, ça a été une vraie incompréhension. Quand je dis dans mon livre, j'ai été plus touché par le divorce de mes parents que par ça, parce qu'en fait, émotionnellement, j'ai pas su trop comment réagir. Je sais toujours pas, je sais même pas si j'ai fait une espèce de deuil. Bon, mon grand-père, il représente un peu le patriarche de la famille, le mec qui est vraiment arrivé d'Espagne, qui a réussi de ses mains en autodidacte. C'était un vrai exemple pour moi. Rugbyman professionnel à son époque, il avait pour moi, il y avait une vraie prestance, c'était vraiment un exemple. C'était la seule personne qui avait une autorité sur moi. Le reste, je peux pisser dans un violon, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu de ma vie. Et j'ai pas facilité la vie à mes parents, ayant une très bonne éducation. Voilà, en faisant toujours des conneries, à être attiré par les mauvais garçons, à faire des conneries qui, moi, socialement, de mon milieu, c'était pas nécessaire en fait. Juste pour aller chercher l'adrénaline, c'était plus ça en fait. Moi, mes plus grands regrets à cette heure-là, par rapport à mes parents, qui ont travaillé toute leur vie, qui m'ont donné la meilleure éducation, tout ce que j'ai eu besoin, je l'ai eu, et qui travaillent 6h, 21h depuis toujours. Et moi, j'ai toujours été un peu dans ces métiers, les réalités, le foot, le mannequinat. Je dis pas que c'est pas des métiers, mais tu pointes pas à l'usine avec un taux horaire, des obligations, une hiérarchie, des gens qui te donnent des ordres. Je pense pas que j'aurais pu l'accepter, je pense que j'aurais mal fini si j'avais été quelqu'un de plus lambda, parce que j'ai vraiment du mal avec cette prison, mais parfois t'as pas le choix. Et en fait, ça a été de me dire, moi mes parents ils ont bossé comme des fous pour donner à ma petite sœur et moi de ceux dont on avait besoin, et moi j'ai fait plein de conneries, c'est plus ça en fait, de me dire, ça c'est mon regret, d'avoir pu des fois mettre mes parents mal. Ça c'est quelque chose que avec le recul, qui pense pas forcément quand t'es jeune, d'avoir fait autant de conneries, ça a été plus ça en fait qui aujourd'hui me donne des regrets. Évidemment après il y a eu des passages avec Marine, il y a des choses qui auraient pu être évitées. Quand tu penses avoir trouvé la femme de ta vie et que tu te gâches comme ça, bon, au final c'est que ça devait pas être elle, mais évidemment que tu as des regrets. Il y a plein de petits détails comme ça de la vie, mais au final tu apprends. Il n'y a pas d'apitoiement à avoir, il n'y a pas de tristesse à avoir, on apprend, la vie est faite d'épreuves. Moi j'ai voulu vraiment résumer dans ce livre-là pour aussi être un exemple pour certains, me dire bon mais voilà, on peut avoir une vie sinueuse, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, il faut l'accepter, il faut se construire avec ça, et il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, il faut toujours accepter ce combat-là, avec ces difficultés-là. Moi ça a été vraiment ça la démarche, et ça a été le but pour que s'il y a un jeune qui me suit et qui lit et qui voit que quand même il y a une espèce de parcours, que c'est pas tout blanc, et c'est pas forcément que des bons côtés, c'est pas que des mauvais non plus. Parce qu'on a tendance toujours à cracher sur ce milieu, ça je comprends pas moi, les gens qui crachent sur ce milieu-là, sur les prods, sur les trucs. T'es libre et t'es maître de toi-même, de tes phrases, de tes gestes, de tes actions. Et moi pour le coup, les prods m'ont souvent sauvé, vraiment. Donc, et je pense pas être un mange-cul. Je pense que je suis l'un des seuls qui va pas suivre un tel pour faire tel programme. Un, j'en ai pas besoin, et de deux, c'est pas dans ma nature. Voilà, donc si je dis ça, c'est vraiment avec beaucoup de sincérité. On peut pas à chaque fois se cacher derrière un milieu, derrière des gens, derrière une telle. Non, parfois tu fais le con, c'est toi qui fais le con. Moi, je sais que j'ai fait le con. Il y a des choses que je regrette, d'autres choses que je m'en branle totalement. Mais on peut pas à chaque fois se cacher derrière des excuses ou X, Y. Il faut pouvoir assumer, il faut pouvoir purger s'il y a des choses à purger, et c'est comme ça, c'est la vie. Et demain ça ira mieux,
Et hier, ça allait pas, et après-demain, ça ira pas non plus. Et voilà, et après, il y a du soleil. Mais je vais pas faire des métaphores à la Francis Lalanne ou Jean-Claude Van Damme, vous m'avez compris, quoi. On s'est compris. Mais moi, avant ma rencontre à Vanessa, naïvement, je sors de Secret Story, je sors du foot, du mannequinat, je suis très sain, je fais mon sport tous les jours, je continue, mais je tombe pas dans la partie sombre de la télé-réalité, les bookings, tout ça, pour citer que ça. Du coup, ça a été vraiment, j'ai mis les pieds dedans, quoi. Enfin, j'ai mis les pieds dans le milieu, les bookings, les machins, l'accumulation d'émissions, tout ça. Donc au final, tu rentres dans un truc qui te dépasse vite. Et à la base, c'est pas toi, quoi. Tu te constitues pas comme ça. Mais c'est des choses où tu regrettes pas, t'apprends. Mais je vais pas dire c'est la faute de Vanessa. Mais évidemment que si j'avais eu une autre fille que Vanessa, une végane qui fait des recettes de cuisine, la recette à 1 € de Jean-Pierre Coff, bah, évidemment qu'on serait moins allé vers le côté nocturne de la vie, quoi. Voilà, c'est sûr. Et ayant une vraie routine de vie, et il y a un côté limite militaire, je suis vraiment comme ça. Enfin, j'ai vraiment ce côté, je me lève tôt le matin, je fais mon sport, et c'est quelque chose au final qui m'a maintenu. Je me suis construit comme le foot où j'avais besoin d'avoir à faire du sport dans ma vie, donc c'est une place, le sport, qui est très importante, mais c'est même pas pour le physique, c'est plus pour la tête, pour les nerfs, pour tout ça. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de faire du sport plutôt que de fumer des cigarettes ou autre chose. Même si moi j'adore faire des photos avec des cigarettes sur Instagram, je fume pas par exemple. Va savoir pourquoi. Mais j'aime bien, je trouve que ça fait stylé. Donc, ça c'est un exemple parmi tant, une espèce de paradoxe. Voilà. Je suis dans ce paradoxe-là. Ça me plaît, moi, mais c'est pas pour faire le pseudo-intellectuel qui veut se mettre en avant, j'en suis pas un. Moi j'avance dans ce milieu-là, j'ai avancé avec des bons et des mauvais côtés, et franchement, je veux pas parler de ça au passé, mais c'est top. Même dans le négatif, il y a du positif en vrai. Ben, j'aimerais avoir de l'amour en moi si c'est une embellie, si c'est je vais pas dire une plus-value, parce que c'est pas du business, mais vraiment quelque chose de positif, une espèce de sérénité, et de moi aussi comprendre que l'amour c'est pas que du haut volt, c'est pas que se déchirer pour se prouver qu'on s'aime. Et moi je pensais vraiment que j'étais dans ce schéma-là en fait. Et l'erreur était là, c'est plus maintenant avec un peu plus de maturité de se dire ben, quelqu'un qui nous comprend, on se connaît aussi, on sait sur quoi il ne faut pas aller, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qu'il faut éviter par rapport à nos tempéraments, et vraiment s'apporter quelque chose dans la simplicité, la sérénité, je sais pas, et vraiment, mais je suis pas en quête de ça, c'est-à-dire je suis pas fermé à ça, mais j'ai pas vous savez, comme le panneau à l'aéroport, quand il y a un mec qui arrive avec le nom du mec. Je ne suis pas à la recherche de qui que ce soit, ça tombe, ça tombe. Si c'est bien pour elle, c'est bien pour moi, c'est bien. Si ça tombe pas, c'est pas très grave. Après, la capacité à aimer quelqu'un, je pense qu'il faut être en situation pour voir. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé certaines personnes qui n'en ont pas forcément fait bon usage. Ça n'a pas été bon pour moi de trop aimer aussi à des moments. Tu es prudent, après tu te protèges, donc c'est une espèce de bouclier naturel qui se forme, et au final, t'es méfiant. Après, il y a beaucoup de gens, tout le temps, ils me disent oui, mais c'est parce que c'est ce milieu, c'est pas les bonnes, c'est machin, tu trouveras quelqu'un. C'est pas toujours la faute de l'autre, c'est aussi face à ces situations. Moi, je me souviens, j'ai une image qui me vient. J'étais sur mon canapé, j'avais Netflix, j'avais le chien Ikea, ça m'emmerdait d'acheter un vrai chien. Le chien Ikea, une espèce de peluche comme ça, j'étais avec mon ex, ma copine. J'étais dans ce qu'on peut appeler la stabilité, certains qui appellent ça le bonheur. J'ai eu une image, je me suis dit, putain, j'ai d'autres trucs à faire. Il faut que je reparte sur quelque chose de plus nomade, il faut que je bouge, il faut que je voyage. Alors qu'il y a des gens, toute une vie qui courent après ça au final. Et c'est pas quelque chose qui m'a rendu forcément heureux. J'ai besoin d'être en mouvement. Et je me crée ce mouvement-là. Donc il faut une espèce de fille qui soit un peu dans cette hyperactivité, voilà, et qui puisse aussi, je suis pas 2 jours au même endroit, moi. Ma plus belle histoire d'amour, c'est le paradoxe. La plus belle histoire d'amour, la plus forte d'un conte de fées, en fait, où à la fin, ton destin ne t'appartient plus, les gens veulent décider pour toi, parce qu'ils ont une espèce de doctrine, une espèce de logique en eux. Ça a été Marine, dans le sens où on arrive à la fin dans ce schéma-là, et je peux comprendre qu'il y en a où ça t'appartient plus. Les gens rentrent dans ta relation, se permettent d'émettre des jugements, les familles s'interposent, et au final on se soucie même plus de est-ce qu'ils s'aiment, est-ce qu'ils s'aiment plus. On se dit juste c'est grave ce qui se passe, il faut protéger, et c'est tout à fait normal. Mais
On est dans un truc où la relation ne t'appartient plus et tu n'as plus de rapport avec la personne. Et c'est ça en fait qui est terrible. C'est comme, ça fait penser un peu, pas dire au Titanic, mais c'est un truc un peu, c'est ça le plus malheureux quand tu es dans un... Et en même temps, tu veux dire quoi de plus? Et puis après, une des plus belles, ça a été Vanessa. Vanessa, je pense qu'elle n'était pas... Vanessa, c'est quand même une belle personne. Voilà, c'est une belle personne qui a eu un sacré vécu, au bout d'un moment, il a fallu qu'elle a porté le poids de sa famille sur ses épaules, des grosses responsabilités. Voilà, voilà, c'est une fille du Nord-Pas-de-Calais, milieu ouvrier, voilà, très belle. Donc l'espoir de la famille, c'était elle. Et voilà, on peut juger les gens vite, mais quand tu connais le vécu, elle a toujours fait kiffer sa mère et tout. Alors elle avait des défauts sur certains trucs, mais c'est une belle personne. Et je pense qu'elle aurait mérité et pu avoir un autre destin si elle n'était pas tombée dans certaines choses. Et en même temps, quand tu es mal entouré, c'est pas évident. C'est pas évident. Après, il faut savoir s'entourer. Mais on va dire que je pense que Vanessa et Marine, ça a été deux belles relations, très chaotiques, mais deux relations fortes, quoi qu'on en dise. Voilà. Même ça, c'est pas très bien fini, c'est des relations où je pense qu'on n'a pas triché. Voilà. Ni elle ni moi. Il faut un coupable. Les réseaux, c'est le tribunal populaire, c'est-à-dire qu'au final, la justice ne te juge pas, mais Twitter se permet de juger. Tous ces mouvements un peu autour ou associatifs se permettent parce que ça les met en avant, ça leur donne une espèce de lumière à ce moment-là. C'est normal, c'est le jeu, tu es dans ce game-là. Un coup, tu es en haut, un coup, tu es en bas, c'est comme ça, c'est comme la vie. Un coup, tu as beaucoup d'argent, un coup, tu n'en as plus. Ça fait partie des aspects un peu négatifs. Tu peux pas vivre, prendre 100 000, te branler à Dubaï tout l'hiver. Parfois, il y a des choses qui te rattrapent, parfois, il y a le couperet qui tombe, parfois, il y a des trucs, machin. Et c'est comme ça, et ça fait partie du jeu. C'est une roulette russe où un jour c'est toi, lundi c'est toi, mardi c'est Brandon, mercredi c'est Dylan, jeudi c'est Kevin. Et puis c'est tout. Voilà, tu fais des trucs, on te met dans des sauces, tu t'y mets tout seul. C'est comme ça. C'est pas évident moralement, non. Bien sûr que c'est pas évident, ça fait du mal à qui? À la famille, plus qu'à nous-mêmes. Moi, je suis totalement étanche à beaucoup de choses. C'est plus la famille, les proches, que ça écorche. Mais évidemment que ça fait pas du bien. Hein. Le négatif, de toute façon, dans la vie, fait pas de bien. Et après, parfois, ça te permet aussi de te remettre en question. Donc, dans ce négatif-là, il y a des gens qui ont des critiques aussi constructives. Hein. Je fais pas que te faire insulter. Il y a eu beaucoup aussi de choses positives qui ont été dites. C'est dur à définir. C'est ce game, il est comme ça. J'ai choisi d'être connu, j'ai choisi d'être sur la place publique. Les gens pensent que tu leur appartiens et se pensent juges ou à même de traiter d'une situation. C'est blanc ou noir, il n'y a pas de gris et on te met dans des cases et puis c'est tout. Mais tu le sais avant de faire ce truc-là, on ne va pas se plaindre, on ne va pas pleurnicher. Là. Moi je ne pleurniche pas, je demande habituellement de personne, j'en ai rien à parler de ce que pensent les gens, vraiment. J'ai eu 2 critiques, c'est pas beaucoup, hein, sur 1 million de followers, sur des trucs. Plutôt les gens sont encourageants, mais j'ai eu 2 critiques vraiment sur la construction littéraire. Moi, vraiment, je le dis, je le redis, je ne suis pas BHL, moi. Je ne suis pas Bec BD, je ne suis pas un romancier. J'ai voulu m'essayer à quelque chose qui est sympa, mais vraiment, j'ai voulu garder cette authenticité et ses fautes littéraires, grammaticales. Et j'ai vraiment veillé pour qu'on se dise, c'est lui qui a écrit. Et c'était ça aussi l'enjeu. Je n'ai pas voulu être dans la performance. Je ne suis pas là pour le prix Goncourt ou Renaudot, je ne sais pas. Enfin, j'étais là vraiment pour extérioriser et parler de quelques lignes de ma vie. Et vous avez certaines personnes qui, malgré ça, vous attendent un peu sur la partie construction du livre et tout ça. Donc, bon. Aujourd'hui, ça a mis à des productions, ça s'est jamais vraiment gâté. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Oui, des projets, des propositions, il y en a. C'est plus de se dire, on en a fait pas mal. Est-ce qu'on ferait pas autre chose? C'est ça aussi la question. Il y a des propositions d'autres choses. Après, moi, je suis très superstitieux, donc tant que les projets ne sont pas signés, je ne vois pas bon de les évoquer pour me faire mousser. Je n'ai pas besoin de ça. On travaille, on s'entoure, on se réentoure. Ce qui est bien quand il t'arrive ce genre de choses, c'est que tu es obligé de penser à faire autre chose. Et en fait, la télé-réalité, ça te met dans une espèce de statut où tu es comme une espèce de chômeur dans la facilité, où tu accumules les tournages, tu fais tes placements et tu ne te poses pas forcément la question de l'après, parce que ça fait quand même 10 ans que ça dure. Moi, on m'a toujours dit, qu'est-ce que tu feras après, qu'est-ce que tu feras après? On a déjà fait 10 ans, c'est énorme. 10 ans en survolant, sans grande difficulté, quoi. Vraiment. Et ça peut paraître prétentieux, mais c'est réel, en étant nous-mêmes. C'est magnifique. Tu es payé comme si tu allais au centre aéré, en étant toi-même, parce que tu as tel tempérament qui correspond. Il faut s'estimer un peu chanceux, je pense, dans la vie. Alors, tu vis des fois des trucs, tu prends des claques, mais tu peux avoir des bad buzz, des trucs, mais quand même,
ça s'est bien passé pendant toutes ces années. Il faut aussi savoir le reconnaître, il faut capitaliser sur... voilà. Donc quand il t'arrive ce genre de choses, tu as une réflexion où tu réfléchis à dans quoi tu aimerais te voir et dans quoi tu te sens capable. Et il y a des options, il y a des pistes. Et il y a eu des propositions que je négligeais avant et évidemment qu'après tu y repenses. Donc faut voir, mais je ne suis pas quelqu'un d'inquiet. J'ai fait pas mal d'erreurs dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses, mais je suis un travailleur et j'ai vraiment confiance en moi. Et je pense que si tu n'as pas ça, tu peux pas. Si tu ne crois pas en toi, comment veux-tu qu'on croit en toi? C'est vrai, si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas communiquer quelque chose pour l'autre. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois et auquel je suis fidèle. Et moi, je crois vraiment en moi, vraiment. Concernant Marine, après, moi, c'est un livre, j'ai eu 2 chapitres, ça résume pas, Marine ne résume pas ma vie, mais je comprends pourquoi à chaque fois on me pose la question. Quand il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai été limite, j'en ai beaucoup voulu à elle. Ou d'avoir instrumentalisé son frère, mais j'en ai voulu, mais je me suis pas remis en question tout de suite, en fait. Et je me disais, putain, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, on peut penser ce qu'on veut, on peut dire, mais putain, on a eu un amour tellement quand même fort et destructeur. Dans ce malheur, c'était presque beau. Il n'y a pas de logique à ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un truc, on va me prendre pour un fou, mais c'était pas bien, c'était de la destruction, mais c'était une émotion genre... Moi, je sais qu'après, je suis sorti avec des meufs, je me suis vraiment fait chier. Enfin, et c'est fou de dire ça, parce qu'au final, le discours qu'il faudrait avoir politiquement correct et que les gens entendent, mais je peux le donner, mais ce ne sera pas quelque chose que je ressens. Je pense que moi, j'ai trop aimé, mal aimé, certes, mais aimé quand même. Donc, dans cette espèce d'ouragan de médiocrité à la fin, parce qu'à la fin, c'est pas bon ce qui se passe. Malgré ça, il y avait quand même, je pense, beaucoup d'amour, mal utilisé, mal jaugé. Et évidemment qu'à un moment, ouais, tu fais un mea culpa, mais c'est pas pour se revoir, parce qu'au final, je fais quand même partie de ceux qui se disent que ouais, ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera pas 2 fois, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, je pense qu'elle le sait. Mal aimé sûrement à des moments, mais beaucoup aimé et pas que mal aimé. Donc c'est difficile à expliquer. Mais maintenant que je suis un grand écrivain, dès que je vais partir sur une seconde biographie, qu'est-ce que j'aimerais y voir? Non, j'espère que je vais construire ma vie à un moment. Construire ma vie peut-être familialement, peut-être rencontrer quelqu'un pour construire. Et en espérant que si jamais j'ai un héritier ou une descendance, qu'il ne soit pas comme moi. Parce que sinon, il ne va plus me rester beaucoup de cheveux sur le crâne. Voilà.